C'est bon. Alors, merci, professeur Ben Abdallah. Tout d'abord, je voudrais remercier professeur Senda Mzrani et tous les membres du collège de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous durant cette journée du collège. Je remercie également Dr Jaziri pour la qualité de sa présentation. On va enchaîner avec la lecture interprétative de l'antibiogramme des entérocoques. Et on commence par le premier cas clinique qui concerne un homme de 65 ans aux antécédents de diabète type 2 et d'hypertension artérielle. Il consulte pour des brûlures mictionnelles et une pollacurie. Par ailleurs, pas de fièvre, pas de douleur lombaire. Le diagnostic d'une infection urinaire masculine a été suspecté. Un SUBU a été réalisé. La leucosuturie était à 100 000 éléments par millilitre et la culture a isolé un entérococcus avec une densité de germes urinaires supérieure à 105 unités format colonie par millilitre. L'identification de l'espèce et l'antibiogramme sont en cours de réalisation. Alors, selon vous, comment réalise-t-on l'antibiogramme des entérocoques par méthode de diffusion? Donc, les propositions sont surgélose Müller-Hunton, surgélose MHF. L'incubation se fait à 37 degrés en atmosphère enrichie en CO2. L'inoculant bactérien doit être ajusté à 1 Macfarland. La lecture des diamètres d'inhibition se fait après 24 heures d'incubation minimum pour les glycopeptides. Donc, vous pouvez répondre dans la rubrique discussion si vous voulez. Ici, il n'y a pas de quiz en fait. Donc, 1 et 5, 1 et 5. Ok. Donc, tout à fait. Les bonnes réponses sont la première et la cinquième proposition. En fait, selon les recommandations du comité de l'antibiogramme de la Société française de microbiologie, dans sa dernière version avril 2021, l'antibiogramme des entérocoques se fait par méthode de diffusion en milieu gélosé du Müller-Hunton avec un inoculum de 0,5 Macfarland. L'incubation se fait en atmosphère normale à 37 degrés pendant 16 à 24 heures et 24 heures minimum pour les glycopeptides. L'antibiogramme standard des entérocoques comprend deux listes, une standard contenant l'ampicilline, la gentamicine, la vancomycine, la thécoplanine et la nitrofurantoline, et une complémentaire contenant l'imipénem, les macrolides et apparentés, les cyclines et le nisolide. Revenons à notre cas clinique. Voilà. Revenons à notre cas clinique. L'entérococcus isolé était Enterococcus fecalis et les résultats bruts de l'antibiogramme étaient les suivants. Ampicilline sensible, céfotaxime sensible, imipénem sensible, gentamicine sensible, érythromycine sensible, clindamycine résistant et vancomycine sensible. Alors, validez-vous cet antibiogramme sans vérification? Oui ou non? Donc, voilà. Là, tout à fait. La réponse juste est non. En fait, Enterococcus présente une résistance naturelle au céfotaxime et une résistance de bas niveau à la gentamicine. Le résultat interprété sera céfotaxime résistant et bas niveau de résistance à la gentamicine. On va faire un petit rappel concernant les résistances naturelles des entérocoques. Et pour évaluer vos connaissances, je vous propose ce QCM. Quelles sont les réponses justes? Enterococcus faecium est résistant aux lyncosamides. Enterococcus fecalis est résistant aux streptogramines. Certaines espèces d'entérocoques sont naturellement résistantes à la thécoplanine. Les entérocoques sont naturellement sensibles aux aminosides. Et enfin, Enterococcus fecalis est plus résistant que Enterococcus faecium. J'attends vos réponses. Voilà. Donc la bonne réponse est la deuxième. En effet, Enterococcus faecium est sensible aux lyncosamides. Par contre, Enterococcus fecalis est résistant aux lyncosamides et aux streptogramines. Toutes les espèces d'entérocoques sont naturellement sensibles à la thécoplanine et présentent une résistance de bas niveau aux aminosides.
Et enfin, Enterococcus faecium est plus résistant qu'Enterococcus fecalis. Une deuxième question, quelles sont les bêta-lactamines actives sur les entérocoques? L'oxacilline, l'amoxicilline, la piperacilline, l'imipénem ou l'ertapenem. Voilà. Donc les bonnes réponses sont l'amoxicilline, la piperacilline et l'imipénem. En effet, toutes les espèces d'entérocoques sont naturellement résistantes à l'astréonam, la ceftazidine, l'oxacilline, les céphalosporines de la première à la quatrième génération, l'ertapenem, la cinalidixib, la pefloxacine, le méthylinam, les sulfamides et la polymyxine B. De plus, Enterococcus fecalis, Enterococcus avium, Enterococcus gallinarum et Enterococcus cassiriflavus sont résistants aux lyncosamides et aux streptogramines. Et enfin, Enterococcus gallinarum et Enterococcus cassiriflavus sont naturellement résistants à la vancomycine. On enchaîne avec la deuxième étiquette clinique qui concerne une souche d'entérocoque isolée dans les urines d'un homme âgé de 70 ans avec l'antibiogramme suivant. Cet antibiogramme comporte des antibiotiques appartenant à la liste standard et complémentaire, à savoir l'ampicilline, l'imipénem, la phosphomycine, la gentamicine, la tigecycline, l'évofloxacine, érythromycine, clindamycine, cunipristine, dafopristine, la vancomycine, teicoplanin et norfloxacine. Donc, selon cet antibiogramme, cette souche d'entérocoque est un Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus gallinarum, Enterococcus avium ou Enterococcus cassiriflavus. Donc, la bonne réponse est Enterococcus faecium. Quel phénotype évoquez-vous pour les bêta-lactamines? Est-ce qu'il s'agit d'une résistance acquise? Est-ce qu'il s'agit d'une hyperproduction de la PLP5, d'une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines, d'une pénicillinase ou un phénotype sauvage? Alors, la majorité ont répondu 2. En fait, cette résistance aux bêta-lactamines est une résistance acquise qui peut être due à l'hyperproduction de la PLP5 et elle est croisée à toutes les bêta-lactamines. En effet, les entérocoques produisent naturellement une PLP de faible affinité pour les bêta-lactamines, c'est la PLP5. Sa présence explique l'augmentation de 10 à 100 fois des CMI des aminopénicillines, des iridopénicillines, des carboxypénicillines et imipénem par rapport à celle des streptocoques. Pour la résistance acquise d'Enterococcus faecium aux bêta-lactamines, elle est due à des modifications qualitatives et ou quantitatives de la PLP5. La production d'une bêta-lactamase est exceptionnelle chez Enterococcus faecium. Pour Enterococcus fecalis, la résistance est liée à la production d'une bêta-lactamase. Ce mécanisme a été rapporté dans quelques pays et ne concerne à ce jour presque exclusivement qu'Enterococcus fecalis. En pratique, en cas de résistance à l'ampicilline, il faut rendre résistants les iridopénicillines et carbapénem. La résistance est due à des modifications de la PLP5 qui présentent, comme on a déjà dit, une affinité diminuée pour les bêta-lactamines. Dans le cas contraire, l'imipénem est rendu sensible à forte posologie. Récapitulons, donc la première souche est un Enterococcus fecalis sauvage, sensible à l'ampicilline et sensible à forte posologie à l'imipénem. La deuxième est un Enterococcus faecium de phénotype sauvage, aussi sensible à l'ampicilline et sensible à forte posologie à l'imipénem. Et la troisième souche est un Enterococcus faecium qui a acquis une résistance aux bêta-lactamines, donc les aminopénicillines et l'imipénem sont rendus résistants. Passons à la résistance des entérocoques aux aminosides. Alors, selon vous, quelles sont les réponses justes? La résistance aux aminosides est principalement due à une inactivation enzymatique. Les entérocoques sont naturellement sensibles aux aminosides. La gentamicine est l'aminoside le plus actif. Les aminosides peuvent être utilisés en monothérapie.
Et enfin, la détection de la résistance à la gentamicine se fait par un disque gentamicine chargé à 300 microgrammes. Un tiroir, un tiroir, un tiroir. Oui, les bonnes réponses sont la première et la troisième proposition. En fait, toutes les espèces dont présentent une résistance de base aux aminosides à cause d'un défaut de perméabilité. En plus, Enterococcus faecium présente une résistance intrinsèque aux aminosides, sauf la gentamicine et la streptomycine. Cette résistance est due à deux gènes chromosomiques codant pour deux enzymes, l'aminoside acétyltransférase, AAC6', et une méthyltransférase. De ce fait, toutes les espèces d'entérocoques, à l'exception d'Enterococcus faecium, présentent un bas niveau de résistance aux aminosides. Par contre, Enterococcus faecium présente une résistance de haut niveau à la mycacine, la nétinomycine et la tobramycine, avec une perte de synergie avec les pénicillines et les glycopeptides. Deux principaux mécanismes de résistance peuvent être retrouvés chez les entérocoques: la modification enzymatique, qui est le mécanisme le plus fréquent, et l'altération de la cible ribosomale par mutation chromosomique. Pour la modification enzymatique, il y a une synthèse des enzymes gouvernée par des gènes plasmidiques ou transposables. Il existe trois classes d'enzymes qui sont constitutives et intracellulaires en fonction de la réaction catalysée: la phosphotransférase, la N-acétyltransférase ou la nucléotidyltransférase. La principale enzyme chez les entérocoques est l'enzyme bifonctionnelle AAC6', APH 2 secondes, qui induit une résistance de haut niveau à tous les aminosides, sauf la streptomycine. On revient à notre cas clinique. Quelle est votre réponse pour la gentamicine? Est-ce qu'il s'agit d'un bas niveau de résistance, d'un haut niveau de résistance? Est-ce que la souche est résistante ou sensible à forte posologie? Ou enfin, la charge du disque est inadéquate? Donc, tout à fait, la bonne réponse est au niveau de résistance. En effet, selon CASFM, la détection de la résistance à haut niveau se fait par un disque gentamicine chargé à 30 microgrammes. Si la zone d'inhibition est supérieure ou égale à 8 mm, la souche est considérée sauvage avec résistance de bas niveau à la gentamicine. Dans le cas inverse, la souche est considérée hautement résistante à la gentamicine et aux autres aminosides, excepté la streptomycine qui doit être testée séparément. Voici des exemples. La première souche est un Enterococcus faecalis avec un diamètre d'inhibition autour du disque de gentamicine chargé à 30 microgrammes qui est supérieur à 8 mm. Le résultat rendu est bas niveau de résistance à la gentamicine. La deuxième est un Enterococcus faecalis hautement résistant à la gentamicine et aux autres aminosides puisque le diamètre d'inhibition est inférieur à 8 mm. Passons aux macrolides, lincosamide et streptogrammine. Quel est selon vous le phénotype de résistance probable pour les macrolides et apparentés chez cette souche d'Enterococcus faecalis? Est-ce qu'il s'agit d'un phénotype sauvage, d'un phénotype MLSB, un phénotype MSB, un phénotype L ou un phénotype LSA? Donc 1 et 5, 1 et 5, 5. 1. Alors c'est le phénotype sauvage. Enterococcus faecalis est sensible aux macrolides et résistant naturellement aux lyncosamides et streptogrammine. C'est le phénotype LSA. Je pose la même question pour cette souche d'Enterococcus faecium. Est-ce qu'il s'agit d'un phénotype sauvage, d'un phénotype L, un phénotype MSB, un phénotype LSA ou un phénotype impossible? Et il faut vérifier l'identification.
Donc, j'attends vos réponses. 5, 4. سامحني صادق. Oui. Donc, en fait, les macrolides موجودين هنا en rouge. Donc, ça le premier disque, c'est l'érythromycine, بعد la clindamycine et puis la quinidalpho pour les macrolides. Donc, érythromycine, clindamycine et quinidalpho. Okay. Donc, la bonne réponse est la première proposition, c'est le phénotype sauvage. En effet, l'espèce Enterococcus faecalis présente une résistance naturelle aux lyncosamides et au streptogramine A. C'est le phénotype LSA associé au gène LSA qui code pour une protéine de protection ribosomale. Ce type de résistance s'observe également chez Enterococcus avium, Enterococcus gallinatum et Enterococcus cassiriflavus, contrairement aux espèces Enterococcus faecium, Durans et Irae qui sont naturellement sensibles aux lyncosamides et au streptogramine A. Alors, pour cette souche d'Enterococcus faecalis, quel est le mécanisme de résistance probable pour les macrolides et apparentés? Est-ce qu'il s'agit d'une inactivation enzymatique des streptogramines, une modification de la cible ribosomale par méthylation, une inactivation des lyncosamides, un efflux des streptogramines ou un efflux des lyncosamides? Donc, les réponses sont... Voilà. Donc, c'est la modification de la cible ribosomale par méthylation. En effet, la résistance acquise aux macrolides est apparentée le fait de 3 mécanismes. La modification de la cible ribosomale par méthylation du site de fixation de l'antibiotique, qui est le mécanisme le plus fréquent. Les flux actifs de l'antibiotique qui est assez fréquent et l'inactivation enzymatique de l'antibiotique qui reste rare. La résistance par modification de la cible ribosomale est due à une production d'une méthylase responsable de la diméthylation spécifique de l'adénine de l'ARN R23S, ce qui permet le changement de la conformation de l'ARN. Différents gènes sont incriminés, le plus important est le gène MB, et c'est le phénotype MLSB. L'efflux actif des macrolides est généré par une pompe de la famille MFS. Il est codé par le gène MEFA et il est responsable du phénotype M. La résistance aux lyncosamides par inactivation enzymatique est générée par des nucléotidyles transférases et codée par le gène LNU chez Enterococcus faecium, d'où le phénotype L. Quant aux streptogramines, l'inactivation est générée par des acétyltransférases ou des hydrolases. Selon les recommandations du CASFM, les valeurs critiques de cunipristine et d'alfopristine ne s'appliquent qu'à l'espèce Enterococcus faecium. La réponse est valable pour le pristinamycine en attente de données. Voici des exemples qui illustrent les phénotypes de résistance aux macrolides, lyncosamides et streptogramines. La première souche est un Enterococcus faecium qui est sensible aux macrolides et apparentés. C'est le phénotype sauvage. Donc il est sensible à l'érythromycine, la clindamycine et à la pristinamycine. La deuxième est un Enterococcus faecium de phénotype MLSB avec une résistance aux macrolides et aux lyncosamides. Et la troisième est un Enterococcus faecium qui est résistant aux macrolides, aux lyncosamides et aux streptogramines. Passons aux fluoroquinolones. Donc, quels sont les fluoroquinolones qui ont la meilleure activité sur les entérocoques? La norfloxacine, la lévofloxacine, l'ofloxacine, la ciprofloxacine ou la moxifloxacine. Donc 2, 4, 5, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 5. Oui, tout à fait. Donc les bonnes réponses sont la lévofloxacine et la moxifloxacine. Une deuxième question à propos de la résistance des entérocoques aux fluoroquinolones.
Le disque d'acide nalidixique permet de dépister la résistance au fluoroquinolone. Le disque de norfloxacine permet de dépister la résistance au fluoroquinolone. La résistance au fluoroquinolone est croisée. L'inactivation enzymatique est le mécanisme de résistance le plus fréquent. Et finalement, la résistance au fluoroquinolone doit être confirmée par mesure de CMI. Donc, c'est le disque de norfloxacine qui permet de dépister la résistance au fluoroquinolone. Rappelons qu'il existe deux mécanismes principaux incriminés dans la résistance au fluoroquinolone. La diminution d'affinité par modification des cibles, c'est-à-dire les régions déterminant la résistance au quinolone, les QRDR, qui sont les gènes de structure des topoisomérases PARC et ADN-gyrase GRA. Les flux actifs par diminution de l'accumulation intracytoplasmique et le support de cette résistance est chromosomique. Un autre mécanisme de résistance décrit dans la littérature est la protection de la cible, d'où la diminution de l'affinité aux antibiotiques et elle est codée par le gène QNR. Sur le plan pratique, les souches catégorisées sensibles à la norfloxacine peuvent être rendues sensibles à la ciprofloxacine et à la lévofloxacine. Pour les souches non sensibles à la norfloxacine, chaque fluoroquinolone doit être testé individuellement. Alors, pour la première souche, il s'agit d'un Enterococcus fecalis résistant à la norfloxacine, donc chaque fluoroquinolone doit être testé individuellement. Pour la deuxième souche, c'est un Enterococcus faecium résistant à la norfloxacine. On a testé la lévofloxacine, le diamètre d'inhibition était inférieur à 15 mm, donc la souche est résistante à la norfloxacine et à la lévofloxacine. Passons à la résistance aux glycopeptides. Quelle est selon vous la méthode phénotypique la plus fiable pour détecter une résistance à la vancomycine chez les entérocoques? Une CMI en bandelette, un disque vancomycine chargé à 5 microgrammes, un disque vancomycine à 30, une CMI par méthode automatisée ou un disque thécoplanine chargé à 30 microgrammes. J'attends vos réponses. Deux. Oui. Donc tout à fait, c'est le disque vancomycine chargé à 5 microgrammes qui permet la détection d'une résistance à la vancomycine chez les entérocoques. Pour la lecture des diamètres d'inhibition des glycopeptides, la lecture ne doit pas se faire avant 24 heures. Les souches sensibles présentent des zones d'inhibition à contour net. Il faut ignorer la présence de colonies à l'intérieur des zones d'inhibition. La résistance détectée par disque doit être confirmée par mesure des CMI par E-test. Et enfin, le phénotype résistant à la thécoplanine et sensible à la vancomycine est exceptionnel. 1, 2, 5. Un, 2, 5. 1, 5. 1, 2. 5. 1, 2, 5. Oui, la lecture ne doit pas se faire avant 24 heures, comme dit dès le début. Les souches sensibles présentent des zones d'inhibition à contour net, en absence de colonies à l'intérieur, et le phénotype résistant à la thécoplanine et sensible à la vancomycine est exceptionnel. Selon les recommandations de CASFM, la détection de la résistance de bas niveau à la vancomycine, le phénotype VAMB, nécessite une incubation prolongée à 48 heures. Voici des exemples de zones d'inhibition de souches d'Enterococcus avec un disque de vancomycine chargé à 5 microgrammes. La figure A montre un diamètre d'inhibition autour du disque supérieur à 12 mm. Un bord à contour net, donc la souche est rendue sensible. Pour la figure B, elle montre un diamètre d'inhibition supérieur à 12 mm avec des contours flous. Il faut rendre cette souche résistante même si la zone d'inhibition est supérieure à 12 mm. Pour la figure C, elle illustre un diamètre d'inhibition supérieur à 12 mm avec des colonies dans la zone d'inhibition, donc la souche est rendue résistante. Alors, pour cette souche, que suspectez-vous?
Enterococcus faecalis de phénotype 20A, un Enterococcus faecium de phénotype 20A, Enterococcus faecium 20C, Enterococcus faecium 20B ou Enterococcus faecalis 20B. Donc voici le disque de vancomycine de Teicoplanin. Donc 2. Donc, la bonne réponse est Enterococcus faecium 20A. En effet, la résistance aux glycopeptides est due à la production de précurseurs modifiés de la paroi qui sont terminés par D-alanine, D-lactate ou D-alanine décidine au lieu de D-alanine D-alanine, ou à l'élimination des précurseurs naturels de haute affinité. Ainsi, l'affinité de la vancomycine pour les précurseurs terminés par D-alanine D-lactate devient 1000 fois moins élevée que celle pour les précurseurs sauvages. 9 types de résistance aux glycopeptides ont été décrits à ce jour sur des critères phénotypiques et génotypiques, 8 correspondant à un mécanisme de résistance acquise, VAN-A, VAN-M, VAN-B, VAN-D, VAN-E, VAN-G et VAN-L et N. Tandis qu'un seul est une caractéristique intrinsèque d'espèce, c'est le phénotype 20C chez Enterococcus gallinarum et Enterococcus cassiriflavus. VAN-A et VAN-B sont les phénotypes les plus fréquemment retrouvés chez les entérocoques, surtout chez Enterococcus faecium. Le phénotype de résistance VAN-A est caractérisé par une résistance inductible de haut niveau à la vancomycine et à la teicoplanin. Donc la vancomycine et la teicoplanin seules sont inactives et leur synergie avec la gentamicine est abolie. Les souches de type B résistent de manière inductible à la vancomycine à des niveaux variables de vancomycine seulement. La teicoplanin est sensible. La synergie avec la gentamicine et la streptomycine est perdue avec la vancomycine, mais elle est conservée avec la teicoplanin et cette association reste bactéricide et prévient les mutants résistants. Les souches VAN-D ont une résistance constitutive à des niveaux moyens de 2 glycopeptides. Ce phénotype reste rare. Les types VAN-E et VAN-G sont résistants à de bas niveaux de vancomycine mais demeurent sensibles à la teicoplanin. Ces phénotypes sont également rares. Pour le phénotype de résistance VAN-C, il est présent chez les espèces Enterococcus gallinarum et Enterococcus cassiriflavus qui sont naturellement résistantes à de faibles concentrations de vancomycine mais demeurent sensibles à la teicoplanin. Pour la détection de la résistance aux linisolites, un disque chargé à 10 microgrammes est utilisé. Il faut toujours examiner la bordure de la zone d'inhibition à la lumière et à noter que certaines souches résistantes aux linisolites sont difficiles à détecter et qu'une incubation prolongée à 48 heures peut être nécessaire. 2 mécanismes de résistance sont établis pour la linisolite, une mutation des gènes codants pour la RNR23S et une modification de la cible par acquisition d'une méthyltransférase codée par le gène CFR. Pour les cyclines, selon les recommandations du CASFM, pour mesurer la CMI de la tigecycline par la méthode de microdilution, le milieu doit être préparé le jour de l'utilisation. Des CMI supérieurs à la concentration critique de sensibilité sont très rares. Et enfin, pour récapituler, la résistance acquise au bêta-lactamine est due à une modification de la PLP5 avec des CMI de bêta-lactamine arrivant à 64 mg par litre. Toutes les souches d'Enterococcus présentent un bas niveau de résistance aux aminosides. L'acquisition d'Enterococcus faecium d'une résistance de haut niveau à la gentamicine est due à l'enzyme bifonctionnelle AAC, cisprine, APH de seconde, avec des CMI de gentamicine arrivant à 128 mg par litre. Le phénotype MLSB est le plus fréquent. Il est codé par le gène MB, responsable d'une résistance aux macrolides, l'incosamine et l'incosamide. La résistance aux fluoroquinolones est acquise par modification des QRDR. Si la souche est résistante à la norfloxacine, les fluoroquinolones doivent être testés séparément. La résistance aux linosolides est très rare en Tunisie. Et les phénotypes de résistance aux glycopeptides les plus fréquents sont 20A et 20B. Elles touchent essentiellement Enterococcus faecium. Le phénotype de résistance 20A est caractérisé par une résistance inductible de haut niveau à la vancomycine et à la teicoplanin.
avec des CMI de vancomycine arrivant jusqu'à 256 mg par litre et une CMI de teicoplanin à 16 mg par litre. Le phénotype 20B est caractérisé par une résistance inductible à des niveaux variables à la vancomycine, mais la teicoplanin reste sensible. Et merci pour votre attention. Merci Cédric pour cette excellente présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou bien, Dr. Medreni, est-ce que vous avez des commentaires à faire ou quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été présenté? Oui, merci Sadar pour la qualité de la présentation. Donc, juste une petite précision. Donc, concernant pour les entérocoques, c'est pas comme les staphylocoques, les streptocoques. Donc, la sensibilité et les résistances acquises des entérocoques dépendent de l'espèce. Donc, il faut correctement identifier l'espèce pour valider le résultat de l'antibiogramme. Donc, je me suis tout à ma bien les résistances, que ce soit naturelles ou acquises. Pour Fashion fécalis, c'est pas la même chose. Il faut bien détecter les résistances acquises. Pour les glycopeptides, il faut donc lire les diamètres d'inhibition au bout de 24 heures. Pour la linésolide, parfois, on doit prolonger l'incubation à 48 heures. Et bien sûr, on doit correctement identifier l'espèce fécalis ou la fascium pour interpréter correctement l'antibiogramme. Pour la résistance aux glycopeptides, elle est assez fréquente en Tunisie. Essentiellement, c'est le phénotype 20A. Phénotype 20B, il est très rare. La résistance aux linézolides, elle est très rare en Tunisie. Elle est souvent associée à la résistance au chloramphénicol. Voilà. Donc, pour les aminopénicillines, donc pour Enterococcus fécalis, il est toujours sensible aux aminopénicillines. Donc, il ne faut pas accepter une souche de fécalis résistante à l'ampicilline. On doit vérifier l'identification. Peut-être cette infection, là, c'est autre chose. Donc, toujours, on doit identifier correctement l'espèce pour pouvoir interpréter correctement l'antibiogramme. Voilà. Merci, Dr. Medreni, pour ces précisions. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, on passe à la dernière présentation. Raïfa, c'est bon? J'espère. Ok. Donc, je vous donne la parole pour nous présenter lecture interprétative de l'antibiogramme de Streptococcus pneumoniae. Allez-y. Je sais pas. Mhm. Ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Tu veux que je partage ce que tu m'as envoyé, Haïfa? Oui, oui. Sinon, D'accord. je peux partager. Oui. Je te partage? Vous pouvez partager. Oui, oui. Ouais. Est-ce que c'est bon? Non. Non. Vous voyez l'écran ou pas? Non, non. On ne voit rien. Non. Ah, Oui, c'est oui, bon, oui. c'est bon. C'est bon. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon? D'accord. C'est Oui, bon, oui. Merci. Alors, tu me diras à chaque fois quand je dois changer, Wakarawa. Ok. Donc, alors, je vais enchaîner par cet exposé intitulé Lecture interprétative de l'antibiogramme de Streptococcus pneumoniae. Et je vais commencer par un cas clinique. Vas-y, Dr. Manel. Donc, un nourrisson âgé de 8 mois vacciné selon le calendrier vaccinal tunisien est amené aux urgences de pédiatrie pour fièvre chiffrée à 39 degrés Celsius, traînant depuis 6 jours, non améliorée par un traitement antipyrétique, des crises convulsives généralisées, troubles de la conscience et des vomissements. Allez, Dr. Manel.
J'ai du mal à faire passer les diapos là. Ça prend du temps pour passer en fait. C'est bon. Donc, l'examen à l'admission montre une température à 39 degrés Celsius, une somnolence, une hyporéactivité, la fontanelle antérieure était bombée, refus d'alimentation. Donc, le médecin suspecte une méningite bactérienne. Donc, deux hémocultures et une ponction lombaire ont été réalisées, puis le malade a été mis sous clafuron injectable 300 mg kg, vancocite injectable 600 mg kg, solidicadron injectable 1,5 mg x 4 fois par jour, perfalgan en perfusion 40 mg par kilo par jour et gardénal 15 mg par kilo par jour comme dose de charge. Donc, quel agent infectieux suspectez-vous? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, streptocoque du groupe B, Haemophilus influenzae ou bien Escherichia coli. Vous pouvez répondre dans la rubrique discussion. Donc voilà. Tu me diras quand je dois passer, hein. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on doit suspecter le méningocoque et à moindre degré le pneumocoque et l'hémophilus influenzae vu que cet enfant était vacciné par le vaccin contre l'hémophilus type B et le vaccin antipneumococcique à 10 valents. L'analyse du liquide cérébrospinal trouve un aspect du LCR trouble, sachant qu'un LCR normal doit être clair en eau de roche. L'étude cytologique à l'aide d'une cellule de Malassez trouve une numération des leucocytes de 1700 éléments blancs par millimètre cube, alors qu'un liquide normal contient moins de 5 éléments par millimètre cube et 140 hématies par millimètre cube. La formule leucocytaire faite après coloration par le MGG montre une prédominance des PNN, 75%, et l'examen biochimique trouve une glucorachie basse de 0,1 millimol par litre, sachant que la glycémie concomitante est égale à 4,5 millimol par litre et une protéinorachie très élevée de 5,8 grammes par litre. Il s'agit donc d'une méningite purulente. La coloration de grammes objectifs, les diplocoques à grammes positifs entourés de 7 halos clairs, donc c'est la capsule. La culture du liquide cérébrospinal doit se faire sur des milieux enrichis, tels que la gélose de sang et la gélose de sang cuit, avec un bouillon d'enrichissement tel que la queue, notamment le cœur cervelle. Après 24 heures d'incubation à 37 degrés Celsius sous CO2, on a trouvé des petites colonies de 0,5 à 1,5 mm de diamètre qui sont entourées d'une hémolyse type alpha et qui sont ombiliquées. Et cette forme ombiliquée est spécifique du pneumocoque. En fait, en primoculture, les colonies en forme de dôme se creusent au centre sous l'action des autolysines pour donner un aspect en anneau déprimé en son centre. La confirmation de cette identification rapide était faite dans un second temps grâce à des tests complémentaires, la sensibilité à l'octochine et la lyse par la bile. En fait, ce test de lyse par la bile consiste à ajouter à une suspension dense de pneumocoque du désoxycholate de sodium à 10% et de constater après incubation 30 minutes à 37 degrés Celsius un éclaircissement de cette suspension comparé à une solution témoin où le désoxycholate de sodium a été remplacé par de l'eau. Donc, il s'agit bien d'une méningite à pneumocoque, malgré que la vaccination était bien suivie. Donc, ce qui nous ramène à réfléchir, s'agit-il d'un sérotype non vaccinal ou bien un déficit immunitaire chez cet enfant? On peut compléter par un bilan immunitaire. Maintenant, après avoir identifié cette souche responsable de cette méningite, on doit étudier sa sensibilité aux antibiotiques. Donc, selon le CACFM 2021, l'étude de la sensibilité du pneumocoque aux antibiotiques se fait par diffusion en milieu gélosé,
par microdilution pour la détermination des CMI à partir d'un inoculum de 0,5 McFarland 6 colonies prélevées à partir de la gélose sang, à partir d'un inoculum de 1 McFarland 6 colonies prélevées à partir de la gélose chocolat, ou bien obligatoirement par mesure des CMI. Donc, je vous attends. Un 3, un 3, un 2, 3, un 3, un 3. Alors, donc les réponses justes sont les 4 premières réponses. En fait, l'étude de la sensibilité du pneumocoque aux antibiotiques se fait par diffusion en milieu gélosé, par microdilution pour la détermination des CMI selon les recommandations de CACFM 2021 à partir d'un inoculum de 0,5 McFarland 6 colonies prélevées à partir de la gélose de sang et à partir d'un inoculum de 1 McFarland 6 colonies prélevées à partir de la gélose chocolat. Bien sûr, ce n'est pas obligatoirement par mesure des CMI. Le CACFM recommande la réalisation de l'antibiogramme du pneumocoque sur le milieu suivant. Miller-Hinton, MH additionné de 5% de sang de mouton défibriné, MH additionné de 20 mg par litre de bêta-nicotinamide adénine du nucléotide et de 5% de sang de cheval défibriné, ou bien sur gélose chocolat polyvitex. 3, 3, 3. Donc c'est bien. Donc c'est bien. Donc c'est le MH additionné de 20 mg par litre de bétanate et de 5% du sang du cheval défibriné. Pour l'incubation de l'antibiogramme, est-ce qu'elle se fait en atmosphère normale sous 5% de CO2 à 35 plus ou moins 2 degrés Celsius en anaérobiose bien pendant 20 plus ou moins 4 heures. Donc on parle ici des conditions d'incubation de l'antibiogramme du pneumocoque. Vas-y. 2, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 5. Donc, tout à fait, l'incubation de l'antibiogramme se fait sous 5% de CO2 à 35 plus ou moins 2 degrés Celsius et pendant 20 plus ou moins 4 heures. Donc, la sensibilité aux antibiotiques ainsi que l'interprétation de l'antibiogramme va suivre les recommandations du CACFM ECAST 2021. Et comme on a déjà dit, le CACFM recommande la réalisation de l'antibiogramme de Streptococcus pneumoniae selon la méthode par diffusion en milieu gélosé sur milieu MHF en ensemençant un inoculum de 0,5 McFarland 6 colonies prélevées à partir d'une gélose sang et 1 McFarland 6 colonies prélevées à partir de la gélose chocolat en écouvillonnage et en l'incubant en une atmosphère enrichie en CO2 à 5% pendant 18 à 24 heures. Le pneumocoque est naturellement résistant à la pénicilline M, à l'astréonam, au mycélinam, au ceftazidime, aux aminosides, une résistance de bas niveau, au quinolone de première génération, à la péfloxacine, à la sulfisudique et à la colistine. En revanche, c'est une espèce naturellement sensible à la plupart des antibiotiques actifs sur les bactéries à gram positifs. Et les antibiotiques de référence restent les bêta-lactamines. L'acquisition de résistance vis-à-vis de ces familles d'antibiotiques pose un problème de santé publique et dans ce contexte, de nouvelles molécules actives sur le pneumocoque ont été développées, telles qu'une synergistine, la quinidalfo, un kétolide, la téléthromycine, une fluoroquinolone, la lévofloxacine et une oxazolidinone, le linézolide.
Donc, selon CACFM CAS 2021, les constituants d'une gélose MHF sont les suivants. Poudre pour gélose Miller-Hinton, additionnée de 100 cheval défibriné et de bêta-nicotinamide adénine du nucléotide. Faites attention, le CACFM recommande la détermination des CMU du pneumocoque en microdilution. La souche utilisée pour le contrôle de qualité est Streptococcus pneumoniae à TCC 49619. En fait, le contrôle de qualité des antibiogrammes a pour but d'apprécier la performance globale du test. Donc, passons maintenant à l'étude de la sensibilité du pneumocoque au bêta-lactamine. En fait, certaines molécules sont représentatives d'un groupe d'antibiotiques, ce qui justifie l'utilisation du CACFM d'un nombre restreint d'antibiotiques à l'antibiogramme. Donc, pour les bêta-lactamines, on trouve dans la liste standard la pénicilline G, l'ampicilline ou amoxicilline, céfotaxime ou ceftriaxone et l'oxacilline pour le dépistage de PSDP. Pour la liste complémentaire, autres bêta-lactamines. En fait, les bêta-lactamines sont des molécules bactéricides qui sont réparties en 4 grandes catégories, les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes et les monobactam. Ces bêta-lactamines exercent leur effet antibiotique sur la paroi bactérienne, plus précisément sur la synthèse du peptidoglycane. Et l'arrêt de la synthèse du peptidoglycane est à l'origine de l'inhibition de la croissance et la mort de la bactérie par mise en jeu du système autolytique. Donc, selon vous, la résistance du pneumocoque au bêta-lactamine, est-ce qu'elle est d'origine chromosomique, d'origine plasmidique, liée à une modification des PLP, due à la production d'une bêta-lactamase ou bien elle est due à une pompe des flux? Allez, vas-y. Donc, la résistance du pneumocoque au bêta-lactamine est d'origine chromosomique et elle est liée à une modification des PLP. En fait, Streptococcus pneumoniae possède 6 PLP appelés par ordre de masse moléculaire décroissante, PLP de haute masse moléculaire de classe A, PLP 1A, PLP 1B et PLP 2A, les PLP de haute masse moléculaire de classe B, PLP 2X et PLP 2B, et les PLP de basse masse moléculaire, PLP 3. La résistance au bêta-lactamine est d'origine chromosomique et liée à une modification des PLP. La diminution de la sensibilité à la pénicilline G chez le pneumocoque s'exprime à des niveaux variables selon le nombre, la nature des PLP altérés et le type de modification. Et elle est croisée à toutes les bêta-lactamines avec une grande hétérogénéité dans son niveau d'expression. Ces PLP altérés sont le produit de gènes mosaïques où des blocs de séquences sensibles sont remplacés par des blocs de séquences résistantes provenant soit des gènes homologues d'espèces voisines, tels que Streptococcus mitis sanguis oralis, ou bien par transfert entre pneumocoques sensibles et résistants, ou bien par mutation. Donc, selon le CACFM 2021, l'antibiotique utilisé pour le dépistage de la sensibilité diminuée du pneumocoque à la pénicilline, PSDP, est-ce qu'il est le céfoxytine à 30 microgrammes, la pénicilline G à 1 unité, l'oxacilline à 5 microgrammes, l'oxacilline chargée à 1 microgramme ou bien l'ampicilline à 2 microgrammes. Je ne vois pas des réponses. Mhm. 4, 4, 4. 3.
Donc, c'est l'oxacilline à 1 microgramme qui est l'antibiotique marqueur pour le dépistage de PSDP. Et on parle, entre parenthèses, on parle d'un antibiotique marqueur, une molécule qui, au sein d'un groupe d'antibiotiques, est le plus régulièrement touchée et utilisée pour le dépistage de certains mécanismes de résistance. Donc, selon le CACFM 2021, les CMI des bêta-lactamines doivent être mesurés devant toute infection grave, à l'échec clinique, diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque de PNIG à une unité inférieure à 18 mm, diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque d'oxacilline à 1 microgramme inférieur à 20 mm, ou bien lorsque la CMI de PNIG inférieure à 0,064 mg par litre. 1, 2, 4, 1, 2, 4. 1, 2, 4, c'est ça. 1, 2, 4. Donc, c'est bien. Donc, les CMI des bêta-lactamines doivent être mesurés devant toute infection grave, un échec clinique, et lorsque le diamètre de la zone d'inhibition autour de l'oxacilline à 1 microgramme inférieur à 20 mm. Donc, selon CACFM, en testant un disque d'oxacilline chargé à 1 microgramme, si le diamètre de la zone d'inhibition est supérieur ou égal à 20 mm, on doit rendre sensible aux bêta-lactamines pour lesquelles une catégorisation clinique est indiquée, quelle que soit l'indication clinique, excepté pour le céphachlore, qui, s'il est rendu, doit être catégorisé I, sensible à forte exposition. Mais si le diamètre est inférieur à 20 mm, on peut rendre résistant à la pénicilline V, quelle que soit l'indication clinique, résistant à la pénicilline G si méningite, et on doit déterminer la CMI du PNIG en dehors de méningite et d'au moins une des bêta-lactamines dont les propriétés pharmacodynamiques sont compatibles avec une efficacité thérapeutique, l'amoxicilline, céfotaxime et ceftriaxone. Donc, on récapitule. Si le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque d'oxacilline chargé à 1 microgramme supérieur ou égal à 20 mm, on peut rendre sensible aux bêta-lactamines, excepté pour le céphachlore, qui s'il est rendu doit être catégorisé sensible à forte exposition. Mais faites attention, si infection grave ou échec clinique, on doit déterminer d'emblée la CMI d'au moins une bêta-lactamine, amoxicilline, céfotaxime ou bien ceftriaxone. Et si le diamètre est inférieur à 20 mm, on peut rendre résistant à la PNIV, quelle que soit l'indication clinique, résistant à la pénicilline G si méningite, et on doit déterminer la CMI de la pénicilline G en dehors de méningite et d'au moins une bêta-lactamine, l'amoxicilline, céfotaxime et ceftriaxone. Donc, voilà, tout est noté dans le CACFM à propos des indications de la détermination des CMI des bêta-lactamines. Donc, revenons à notre cas clinique. Donc, c'est une infection grave, méningite, donc CMI d'emblée. Déjà ici, le diamètre autour d'oxacilline est inférieur à 20 mm, donc ce qui témoigne d'une souche de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. Donc, la CMI correspond à la concentration la plus faible avec laquelle la croissance bactérienne n'est pas visible. Le test est une bandelette contenant un gradient prédéfini et continu de concentration d'antibiotiques. Ces bandelettes doivent être bien conservées, à l'abri d'humidité, et le suivi doit être très strict de la température de conservation. Si ces conditions ne sont pas respectées, risque d'erreur et de surélévation des CMI. Après la période d'incubation, la valeur de CMI en microgrammes par millilitre se lit directement sur l'échelle graduée à l'intersection entre l'ellipse d'inhibition et la bandelette en incluant les microcolonies, les doubles zones et les colonies isolées, comme dans la photo suivante.
Donc, voilà les CMI de notre souche. La CMI à la pénicilline G est égale à 0,125 mg par litre. La CMI à l'amoxicilline est égale à 0,19 mg par litre. Et la CMI donc, de la cefotaxime est égale à 0,064 mg par litre. Donc, le CACFM interprète les CMI des bêta-lactamines en fonction du site de l'infection. Est-ce qu'il s'agit d'une méningite, autre que méningite ou pneumonie? Donc, dans notre cas, l'interprétation des CMI va être faite selon les concentrations critiques appliquées à la méningite. Donc, on a par exemple pour la pénicilline G, donc la souche va être catégorisée sensible si la CMI est inférieure ou égale à 0,064 et résistante si la CMI est supérieure à 0,064. Pour l'amoxicilline, sensible si la CMI est inférieure ou égale à 0,5, résistante si elle est supérieure à 0,5. Pour le cefotaxime, donc la souche est catégorisée sensible si la CMI inférieure ou égale à 0,5, résistante si la CMI est supérieure à 0,5. Et pour le ceftriaxone, elle est catégorisée sensible si CMI est inférieure ou égale à 0,5 et résistant si la CMI est supérieure à 0,5. Donc pour notre cas, la CMI à la pénicilline G est égale à 0,125 mg par litre. C'est supérieur à 0,064. Donc, notre souche est catégorisée résistante à la pénicilline G. La CMI à l'amoxicilline est égale à 0,19 mg par litre, inférieur à 0,5 mg par litre. Donc, notre souche est catégorisée sensible à l'amoxicilline. Et pour le cefotaxime, la CMI est égale à 0,064 mg par litre. C'est inférieur à 0,5 mg par litre. Donc, elle est sensible à la cefotaxime. Donc, au total, notre souche de pneumocoque était résistante à la pénicilline G et sensible à l'amoxicilline et au cefotaxime. Pour notre patient, la CMI C3G inférieure à 0,5. Donc, on peut adapter la dose du clavuron à 200 mg kJ avec arrêt de la vancomycine. De plus, la CMI à l'amoxicilline est inférieure à 0,5, donc possibilité d'un relais par amoxicilline à la dose de 200 mg par kilo par jour. Donc, passons maintenant au macrolide. C'est bon, Dr. Manel? Donc, passons maintenant au macrolide. En fait, le CACFM... Ah, oui, c'est bon. En fait, le CACFM recommande l'utilisation de l'érythromycine, clindamycine ou l'incomycine, pristinamycine et le télitromycine pour étudier la sensibilité au macrolide. Donc, les macrolidés apparentés sont répartis en 4 groupes. Les macrolides à 14 atomes de carbone, l'érythromycine, clarithromycine, etc. À 15 atomes de carbone, l'azithromycine. À 16 atomes de carbone, la spiramycine et la jusamycine. Pour les lyncosamides, on a la clindamycine et l'incomycine. Pour les streptogramines, qui est un mélange de deux composés, on les classe en deux groupes A et B. Donc, la pristinamycine 1B. La pristine et la pristinamycine de A, en fait, cunipristine, c'est un dérivé de la pristinamycine 1B et le dalfopristine est un dérivé de la pristinamycine de A. Et enfin, les kétolides, tels que la télitromycine. Donc, selon vous, quels sont les principaux mécanismes de résistance du pneumocoque au macrolide? L'inactivation enzymatique, la modification de la cible, les flux actifs ou l'imperméabilité. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3. Donc, très bien.
les principaux mécanismes de résistance du pneumocoque aux macrolides sont la modification de la cible et les flux actifs. En fait, les macrolides sont des agents bactériostatiques qui inhibent la synthèse protéique bactérienne en se fixant sur la sous-unité ribosomale 50S. Les deux principaux mécanismes de résistance sont la modification de la cible par méthylation ribosomale suite à la production de l'enzyme méthylase sous le contrôle des gènes RMB, c'est le mécanisme le plus important, et les flux actifs via une protéine hydrophobe incorporée à la membrane cytoplasmique codée par le gène MEFA qui va jouer l'effet de pompe en chassant les macrolides à 14 et 15 atomes de carbone hors du cytoplasme bactérien. Donc, notre souche était résistante à l'érythromycine, sensible à la clindamycine et sensible à la pristinamycine. De quel phénotype de résistance aux macrolides s'agit-il? Est-ce que c'est le phénotype M, dû au mécanisme des flux, le phénotype sauvage, MLSB constitutif ou bien MLSB inductible? Donc, c'est le phénotype M qui est dû à un efflux actif, puisque l'érythromycine, c'est R, clindamycine S, et en l'absence d'une image d'antagonisme entre l'érythro et la clinda. Donc, je vais expliquer tout de suite. En fait, la détection de la résistance aux macrolides est facilitée à l'aide d'un disque d'érythromycine chargé à 15 microgrammes. Si érythro R, donc on doit chercher le caractère inductible de la résistance. Il est mis en évidence sur l'antibiogramme par une image d'antagonisme entre érythro-linco ou bien érythro-clinda. En présence d'induction, donc c'est le phénotype MLSB et on doit rendre résistant les macrolides à 14, 15 et 16 atomes de carbone ainsi qu'aux lyncosamides. Donc, voici, on a l'expression à bas niveau où c'est le MLSB inductible. Voici la fameuse image d'antagonisme entre l'érythromycine et la lyncomycine. Ici, c'est l'érythro R, spiramycine R, lynco et clindamycine R, alors que la pristinamycine et le téléthromycine sont rendus sensibles. Pour l'expression constitutive de l'RB, elle va se traduire par une résistance croisée MLSB de haut niveau. La téléthromycine ici n'est pas active contre les souches présentant ce phénotype, en plus de l'érythromycine, spiramycine, clindamycine et lyncomycine. Mais la pristinamycine reste sensible. En l'absence d'induction, c'est le phénotype M qui est dû à un efflux actif. Donc, on doit rendre les macrolides à 14 et 15 atomes de carbone et on doit rendre S aux macrolides à 16 atomes de carbone tels que la spiramycine et la josamycine ainsi qu'aux lyncosamides, pristinamycine et kétolide. Donc, ici, on a la souche est résistante à l'érythromycine, sensible à la lynco et clinda et en l'absence d'image d'induction entre érythro-lynco ou bien érythro-clindamycine. Donc, voici un tableau récapitulatif. En cas de résistance MLSB inductible qui est due à une modification de la cible par méthylation ribosomale donc codée par le gène RMB, la résistance s'exprime vis-à-vis des macrolides à 14, 15, 16 atomes de carbone ainsi qu'aux lyncosamides. En cas de résistance MLSB constitutif qui est due au même mécanisme, la résistance s'exprime vis-à-vis aux macrolides à 14, 15, 16 atomes de carbone, aux lyncosamides ainsi qu'aux kétolides. Et pour le phénotype M qui est dû à un efflux actif codé par le gène MEFA, la résistance s'exprime uniquement aux macrolides à 14 et 15 atomes de carbone.
Donc, passons maintenant à l'étude de la sensibilité au fluoroquinolone. En fait, le CSFM recommande l'utilisation de la norfloxacine et d'une fluoroquinolone antipneumococcique pour étudier la sensibilité du pneumocoque au fluoroquinolone. En fait, les fluoroquinolones sont répartis en 4 générations. Donc, les fluoroquinolones de première génération, les quinolones historiques urinaires antigram négatifs, l'acide nalidixique négram et l'acide pipémique. Les fluoroquinolones de deuxième génération sont les fluoroquinolones urinaires, la norfloxacine, les fluoroquinolones systémiques, la ciprofloxacine, l'ofloxacine et la pefloxacine. Ici, le spectre est élargi vers les staphylocoques et les piocyaniques. Et enfin, les fluoroquinolones de troisième et de quatrième génération, la lévofloxacine, la sparfloxacine, la trovafloxacine, la moxifloxacine et la gémifloxacine. Ici, on a élargissement du spectre vers les streptocoques et les anaérobies, mais sans amélioration des performances vis-à-vis des BGM. Donc, le pneumocoque est naturellement résistant aux quinolones de première génération, peu sensible à la pefloxacine, l'ofloxacine et la ciprofloxacine. En revanche, la lévofloxacine, la moxifloxacine et la gémifloxacine sont actives sur le pneumocoque. Dans les fluoroquinolones antipneumococciques sont la lévofloxacine, la moxifloxacine et la gémifloxacine. Les deux principaux mécanismes de résistance chromosomique aux fluoroquinolones, donc des mutations dans les gènes de structure des topoisomérases GIR-A et O par C, plus rarement par E, ou bien mécanisme des flux par diminution de l'accumulation intracytoplasmique. Quel est l'antibiotique marqueur de la résistance aux fluoroquinolones? La lévofloxacine, la ciprofloxacine, la norfloxacine, l'ofloxacine ou bien la moxifloxacine. Je ne vois pas vos réponses. Donc, c'est la norfloxacine qui est l'antibiotique marqueur de la résistance aux fluoroquinolones. Donc, la recherche de la résistance aux fluoroquinolones peut se faire à l'aide de la norfloxacine, donc un disque chargé à 10 microgrammes. Ben. Si le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque de norfloxacine chargé à 10 microgrammes est supérieur ou égal à 10 mm, la souche peut être catégorisée sensible à forte exposition à la lévofloxacine et sensible à la moxifloxacine à posologie standard. Mais si le diamètre autour du disque de norfloxacine est inférieur à 10 mm, la sensibilité de la lévofloxacine et de la moxifloxacine doivent être mesurées. Si la lévofloxacine est catégorisée sensible à forte posologie ou la moxifloxacine sensible, ici on doit interpréter sensibilité diminuée au fluoroquinolone et il faut préciser qu'il existe un risque élevé de sélection in vivo de mutants résistants au fluoroquinolone et d'échec clinique. Et si la lévofloxacine et la moxifloxacine sont catégorisées R, donc c'est la résistance clinique au fluoroquinolone. Donc, en fait, la détection des mutants de topoisomérase 4 et des flux exprimant un bas niveau de résistance peut se faire à l'aide d'un disque de norfloxacine. Dans ce cas, le clinicien doit être averti du risque de sélection de mutants hautement résistants à la lévofloxacine ou à la moxifloxacine en cas d'utilisation de l'une de ces molécules. Alors que la détection des mutants de haut niveau de résistance topoisomérase 4 et GIRase se fait à l'aide d'un disque de lévofloxacine et l'interprétation, c'est la résistance clinique au fluoroquinolone. Passons maintenant aux aminosides. Le pneumocoque est naturellement sensible aux aminosides. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Bien sûr que non. En fait, tous les streptocoques possèdent une résistance naturelle aux aminosides. On parle de bas niveau de résistance. Et cette résistance est liée à un défaut de pénétration, car les aminosides pénètrent par la chaîne respiratoire ou en lien avec elle. En fait, toutes les bactéries ne possédant pas de chaîne respiratoire sont naturellement résistantes. C'est le cas des cocci-gram positifs catalase moins et des anaérobies strictes. La résistance de haut niveau de pneumocoque à la gentamicine est détectée par le disque gentamicine 500 microgrammes. Est-ce qu'elle abolit la synergie de la gentamicine avec les glycopeptides? Est détectée par le disque gentamicine chargé à 30 microgrammes, témoigne d'une résistance de bas niveau à la micacine, est-ce qu'elle entraîne un effet synergique en cas d'association avec la pénicilline? Allez, vous pouvez répondre. Donc, c'est bon. La résistance de haut niveau du pneumocoque à la gentamicine est détectée par le disque gentamicine hautement chargé à 500 microgrammes. Elle abolit la synergie de la gentamicine avec les glycopeptides. Donc, la détection de la résistance aux aminosides se fait à l'aide d'un disque de gentamicine hautement chargé et on le teste pour estimer le niveau de résistance et la possibilité d'une association synergique avec des antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne tels que les bêta-lactamines ou glycopeptides du fait de l'effet synergique bactéricide. Donc, si le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque de gentamicine chargé à 500 microgrammes est inférieur à 17 mm ou la CMI supérieure à 256 mg par litre, la souche est catégorisée résistante de haut niveau ainsi qu'à la kanamycine, tobramycine, amicacine et l'éthylmycine, ce qui abolit la possibilité d'une association synergique avec les bêta-lactamines et les glycopeptides. Mais si le diamètre est supérieur ou égal à 10 mm où la CMI est inférieure ou égale à 256 mg par litre, donc la souche peut être catégorisée résistante de bas niveau à la gentamicine, mais pour les autres aminosides, le profil peut être différent. Et l'association synergique avec les bêta-lactamines ou les glycopeptides, bien sûr si sensibles, est possible. Donc, passons maintenant aux glycopeptides. En fait, CACFM recommande l'utilisation soit de la thécoplanine ou la vancomycine. Mais la résistance aux glycopeptides est exceptionnelle. Donc, pour les tétracyclines, le CACFM nous a dit que les souches sensibles à la tétracycline sont aussi sensibles à la doxycycline et à l'aminocycline. Et pour les souches résistantes à la tétracycline, ils sont parfois sensibles à l'aminocycline et ou à la doxycycline. Donc ici, on doit déterminer la sensibilité à la doxy ou à l'amino des souches résistantes à la tétracycline si nécessaire. Donc, et je vais terminer par les autres antibiotiques tels que le linezolide, la rifampicine et la trimétoprime sulfaméthoxazole. Les souches ayant une CMI qui dépasse la concentration critique supérieure sont très rares. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Haïfa. Oui. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas eu de questions aujourd'hui. Donc, tout était clair, je crois. Tant mieux. Est-ce que le Dr Benaïd veut intervenir pour ajouter des précisions, bien des commentaires? Oui, bonjour. Je remercie tous les participants. Je remercie Haïfa pour la clarté de sa présentation. Donc, j'insiste que le pneumocoque peut être isolé même chez des sujets vaccinés, puisque le vaccin ne couvre pas tous les sérotypes du pneumocoque, qui sont au nombre d'environ 98. La résistance du pneumocoque aux bêta-lactamines elle est de plus en plus fréquente
elle est d'environ 70% en Tunisie. L'étude de la sensibilité au bêta-lactamine, comme vous avez déjà vu, elle se fait par CMI. Donc, on doit respecter toutes les conditions pour l'étude de la sensibilité pour avoir une valeur exacte de la CMI. Pour l'interprétation de cette CMI, et les taux de résistance, ils sont différents, comme vous avez déjà vu aussi, selon les différentes concentrations critiques qui sont adaptées au site de l'infection, à la voie d'administration, à la posologie. Ces taux de résistance sont aussi différents selon qu'on applique le CAST CSFM, mais aussi si on applique la CLSI, il y a aussi donc quelques différences. Pour les macrolides, la résistance elle est élevée aussi en Tunisie, elle est d'environ 60% pour l'érythromycine, et ça peut être expliqué par l'utilisation fréquente des macrolides dans le traitement des infections respiratoires dans notre pays. Pour les fluoroquinolones, la résistance donc, elle reste toujours rare, et si on trouve donc une résistance à la norflou, il s'agit d'une sensibilité diminuée, non pas donc vraiment une résistance vraie. Avec bien sûr le risque de sélection de mi-temps in vivo. Et pour les aminosides, malgré que le pneumocoque possède une résistance de bas niveau, ces derniers peuvent être associés aux glycopeptides ou bien aux bêta-lactamines pour avoir un effet synergique. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Je vous remercie. Merci, Dr. Benaïd, pour ces clarifications. Donc, si jamais il n'y a pas de questions, c'est bon. Donc, je clôture cette journée, donc ce séminaire. Donc, je remercie tous les intervenants pour la clarté de l'excellence de leur présentation. Merci, Dr. Mazour, pour l'excellente organisation de cette journée. Je félicite encore une fois Monet Maloul. Et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, donc pour le deuxième séminaire concernant la lecture interprétative de l'antibiogramme. Et là, ça sera pour les bacilles gram négatifs. Donc, je vous remercie et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. De la lévofloxacine et de la moxifloxacine doivent être mesurées. Si la lévofloxacine est catégorisée sensible à forte posologie ou la moxifloxacine sensible, ici on doit interpréter sensibilité diminuée au fluoroquinolone et il faut préciser qu'il existe un risque élevé de sélection in vivo de mutants résistants au fluoroquinolone et d'échec clinique. Et si la lévofloxacine et la moxifloxacine sont catégorisées R, donc c'est la résistance clinique ou fluoroquinolone. Donc, en fait, la détection des mutants de topoisomérase 4 et des flux exprimant un bas niveau de résistance peut se faire à l'aide d'un disque de norfloxacine. Dans ce cas, le clinicien doit être averti du risque de sélection de mutants hautement résistants à la lévofloxacine ou à la moxifloxacine en cas d'utilisation de l'une de ces molécules. Alors que la détection des mutants de haut niveau de résistance, topoisomérase 4 et gyrase, se fait à l'aide d'un disque de lévofloxacine et l'interprétation, c'est la résistance clinique ou fluoroquinolone. Passons maintenant aux aminosides. Le pneumocoque est naturellement sensible aux aminosides. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr que non. En fait, tous les streptocoques possèdent une résistance naturelle aux aminosides. On parle de bas niveau de résistance. Et cette résistance est liée à un défaut de pénétration.
car les aminosides pénètrent par la chaîne respiratoire ou en lien avec elle. En fait, toutes les bactéries ne possédant pas de chaîne respiratoire sont naturellement résistantes. C'est le cas des coccigram positifs catalase moins et des anaérobies strictes. La résistance de haut niveau de pneumocoque à la gentamicine est détectée par le disque gentamicine 500 microgrammes. Est-ce qu'elle abolit la synergie de la gentamicine avec les glycopeptides? Est détectée par le disque gentamicine chargé à 30 microgrammes, témoigne d'une résistance de bas niveau à l'amicacine, ou est-ce qu'elle entraîne un effet synergique en cas d'association avec la pénicilline? Allez, vous pouvez répondre. Donc, c'est bon. La résistance de haut niveau du pneumocoque à la gentamicine est détectée par le disque gentamicine hautement chargé à 500 microgrammes. Elle abolit la synergie de la gentamicine avec les glycopeptides. Donc, la détection de la résistance aux aminosides se fait à l'aide d'un disque de gentamicine hautement chargé et on le teste pour estimer le niveau de résistance et la possibilité d'une association synergique avec des antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne tels que les bêta-lactamines ou glycopeptides du fait de l'effet synergique bactéricide. Donc, si le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque de gentamicine chargé à 500 microgrammes est inférieur à 17 mm ou la CMI supérieure à 256 mg par litre, la souche est catégorisée résistante de haut niveau ainsi qu'à la kanamycine, tobramycine, amicacine et l'éthylmycine, ce qui abolit la possibilité d'une association synergique avec les bêta-lactamines et les glycopeptides. Mais si le diamètre est supérieur ou égal à 10 mm où la CMI est inférieure ou égale à 256 mg par litre, donc la souche peut être catégorisée résistante de bas niveau à la gentamicine, mais pour les autres aminosides, le profil peut être différent. Et l'association synergique avec les bêta-lactamines ou les glycopeptides, bien sûr si sensibles, est possible. Donc, passons maintenant aux glycopeptides. En fait, CACFM recommande l'utilisation soit de la thécoplanine ou la vancomycine. Mais la résistance aux glycopeptides est exceptionnelle. Donc, pour les tétracyclines, le CACFM nous a dit que les souches sensibles à la tétracycline sont aussi sensibles à la doxycycline et à l'aminocycline. Et pour les souches résistantes à la tétracycline, ils sont parfois sensibles à l'aminocycline et ou à la doxycycline. Donc ici, on doit déterminer la sensibilité à la doxy ou à l'amino des souches résistantes à la tétracycline si nécessaire. Donc, et je vais terminer par les autres antibiotiques tels que le linezolide, la rifampicine et la trimétoprime sulfaméthoxazole. Les souches ayant une CMI qui dépasse la concentration critique supérieure sont très rares. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Haïfa. Oui. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas eu de questions aujourd'hui. Donc, tout était clair, je crois. Tant mieux.